Le bruit de pas sur le parquet, l'odeur du café qui se prépare, cette lumière particulière qui traverse le salon. Il existe 1000 façons de se sentir bien chez soi. Je suis Aurore et dans Home Beauty, conversation sur nos intérieurs, nous allons explorer ensemble ce qui transforme 4 murs en véritable refuge. Pour lancer la réflexion, la toute première invitée de ce podcast, Mathalie Crassé, designer industrielle bien connue, ou plutôt designereuse. Elle nous invite à penser, à questionner, à réinventer l'art de vivre chez soi. Bonjour Mathalie. Bonjour. Pour ceux qui ne vous connaîtraient pas, est-ce que vous pouvez vous présenter en quelques mots ? Oui, donc je m'appelle Mathalie Crassé, j'ai 60 ans, j'ai 2 grands-enfants et je suis designereuse. Alors, est-ce que vous pouvez déjà nous expliquer ce que vous entendez par designereuse ? Je suis designer, mais c'est le féminin tout simplement. Et comme c'est pas de toute façon un mot français, c'est un mot anglais, je me suis permis de le féminiser. De le féminiser et d'y apporter votre petite touche heureuse. Oui, heureuse, oui. Voilà. Donc j'insiste bien sur le féminin et en même temps, ça donne un peu la façon dont j'entrevois ce métier, c'est d'éclairer, d'amener de la lumière, de la couleur, d'amener du vécu en même temps. Et du partage, je crois. Du partage, du commun, voilà. Vous nous accueillez justement ici chez vous. Est-ce que vous pouvez nous décrire la pièce dans laquelle on est ? Oui, donc on est d'abord dans une grande usine qui est divisée en 12 lieux pour que 12 familles puissent cohabiter ensemble autour d'une cour qui est végétalisée. C'est une ancienne usine qui a été transformée et on est arrivés à peu près tous ensemble. Aujourd'hui, certains sont partis déjà, puisque ça fait 25 ans. Et voilà, donc on est dans un univers plutôt avec des grandes hauteurs de plafond, avec beaucoup de lumière qui donne justement sur cette cour. Et plusieurs étages, un peu comme si on était dans une petite maison, en fait, on est en vertical plutôt. Et dans cette pièce, on y trouve quoi ? Alors, dans cette pièce, on est dans la pièce commune qui est directement la pièce à vivre, qui est directement accolée à l'espace de travail, parce que moi, j'ai du mal à différencier quand je travaille et quand je travaille pas. Je pense ou en tout cas, il y a une espèce de fluidité très, très logique qui apparaît entre les deux espaces. C'est-à-dire qu'on a même fait une porte qu'on n'a jamais fermée, en fait, puisque j'aime bien aller dans l'espace de travail, mais je peux travailler aussi ici, sur la table principale. Voilà, j'ai pas vraiment d'endroit où je... Bien sûr, quand je me mets derrière mon ordinateur pour faire de la 3D, je suis derrière mon ordinateur, mais j'aime bien cette idée de pouvoir en fait penser partout, puisque mon travail, c'est avant tout de penser. 80% de mon travail, j'imagine, c'est de penser. Alors justement, vous pensez notamment au scénario de vie. C'est vraiment le cœur de votre métier. Oui, parce qu'on imagine toujours qu'un designer ou une designereuse fait de la forme, en fait, crée de la forme, dessine, etc. Mais c'est pas du tout mon moteur c'est pas comme ça que j'entrevois mon métier. Moi, j'essaie de travailler plutôt sur l'idée d'intention, c'est-à-dire comment faire en sorte de faire des structures d'interaction entre les gens qui apportent du commun, qui apportent de l'hospitalité, qui apportent du vivre ensemble. Et c'est un peu ça la façon. Donc, ce sont des scénarios. Je me suis très tôt, même à l'école, aperçue qu'on ne pouvait pas compter sur la forme, en fait, pour fédérer les gens, puisqu'on a tous une culture différente. Moi, je viens d'un petit village de 80 habitants, donc je sais bien de quoi je parle. Et en fait, la forme, on va la lire avec sa culture. Et comme on n'a pas la même culture, on ne va pas lire la même chose. Donc, ça me gênait un petit peu, cette idée de proposer quelque chose et qu'en fait, les gens puissent y voir quelque chose d'autre, dans le sens où il n'y a pas cette espèce d'empathie en fait, que je recherche à travers l'objet. Et donc, je me suis dit qu'il fallait que je m'appuie sur quelque chose de beaucoup plus universel. Et cet universel, ce sont nos rituels. C'est pour ça que je travaille à partir manger, dormir, partager les choses autour d'un repas. Donc, c'est pour ça que je considère que notre métier, c'est plus de l'anthropologie appliquée. Et surtout aujourd'hui, où on vient questionner vraiment les différentes couches de complexité qui ont accompagné ces activités quotidiennes, puisqu'on est dans une société de la distinction. La France est reconnue pour ça. Et on aime la sophistication. Est-ce que c'est très conceptuel, ce que vous nous expliquez. Oui. Est-ce que vous pouvez nous le traduire par des objets, des exemples concrets du quotidien ? Très rapidement, on m'a demandé de dessiner du mobilier, notamment du canapé. J'ai refusé dans un premier temps. J'étais assez engagée autour de ça au départ, parce que je considère qu'il prend plein de place à la maison, que c'est devenu un objet de statut. On veut le
plus grand canapé, le plus beau canapé, le canapé en cuir que peut pas avoir le voisin. Et à partir de là, on va interdire aux enfants de jouer dessus parce qu'on a quand même mis un bras. On s'est quand même bien. On a fait un effort pour avoir ce canapé. Donc, c'est tout l'inverse de ce qui se procure. En général, les enfants finissent par jouer dessus, de toute façon. Donc, je me dis, est-ce qu'on a mérité ça? Je crois pas. Et puis, on l'a bien vu pendant le Covid. Si on avait besoin de place, on avait besoin d'espace qui puisse se changer. On a besoin d'espace pour que les enfants jouent. Donc, un des premiers canapés que j'ai fait, par exemple, c'est de transformer le canapé en pouf, en différents poufs qu'on vient, et on peut faire une pile si on a besoin d'espace, où on peut chacun avoir un pouf. On partage notre confort, c'est-à-dire qu'on a forcément peut-être que l'assise, mais en même temps, tout le monde est assis. Voilà, c'est un peu ça. Ce sont des objets qu'on s'approprie. Voilà, et en fait, c'est bien sûr cette idée d'une certaine activité à la maison. Parce que je pense que si on est actif à la maison, on est actif aussi à l'extérieur. Je pense que c'est... Et aujourd'hui, on a besoin d'activité parce qu'il y a beaucoup d'enjeux à relever à l'extérieur. Et bien sûr, dans le cadre domestique aussi, mais aussi à l'extérieur. Vous parliez du canapé. On sait que vous êtes connu pour aimer un peu bousculer les codes traditionnels, nous titiller. Est-ce qu'il y a d'autres combats comme ça, d'autres objets Oui, mais le canapé, il y a aussi les accoudoirs. Parce qu'en fait, les accoudoirs font aussi partie du fauteuil, du canapé. Et très rapidement, j'ai dessiné des fauteuils quand même, mais sans accoudoirs. Parce que, je sais pas, il y avait une notion j'avais l'impression que ça contenait plutôt que de proposer une assise confortable, quoi qu'est-ce. Et en fait, je me suis aperçue qu'une fois, j'ai eu mal au dos et en fait, on me disait, mais il faut que tu baisses les épaules, et que tu te relaxes. Et en fait, l'accoudoir ne permet pas ça. Au contraire, il nous met dans une espèce encore de situation un peu codifiée, posture, tout simplement. Voilà, une vraie posture. Et en fait, je me suis aperçue en lisant un peu l'historique du mobilier que l'accoudoir était arrivé pour faire la différenciation entre le maître qui était au bout de la table et ceux qui n'avaient pas le pouvoir et qui étaient autour de la table, en fait. Et donc, en fait, je me dis, on comprend pourquoi aujourd'hui, j'essaie de pas... j'avais en fait un petit peu une aversion pour ces accoudoirs. Mais il ne faut pas s'y tromper. Rien qu'en jetant un coup d'œil autour de moi, je vois quand même deux canapés. Il y a 2 canapés, mais sans accoudoir, vous pouvez remarquer. Et qui ont pour vous quels avantages, ces canapés que vous avez choisis? Alors, ce canapé, celui-ci, on ne le voit pas, il est recouvert, mais en fait, c'est un canapé qui est coupé, en fait, régulièrement comme ça. En petits tronçons, et qui permet justement de changer le canapé. Soit c'est un canapé, mais ça peut être aussi deux chaises longues, en fait, deux fauteuils longs. Et on peut aussi retirer juste la partie centrale. J'ai un ami qui est arrivé avec un bébé. On ne sait pas trop où le poser, si on n'a pas pris son couffin. Et voilà, donc on a retiré un élément central. Il est là. Et puis, on peut ouvrir tout si on veut accueillir quelqu'un pour dormir. C'est toujours aussi un peu l'idée, puisque l'idée de l'hospitalité, elle est quand même aussi importante. Sans faire des espèces de canapés usine à gaz qui se transforment et qui, Et l'idée, c'est que c'est la mousse, c'est la matière qui propose, en fait. C'est pas une espèce de mécanisme qu'on ajoute et qui fait, qui est une espèce d'usine à gaz pour inviter quelqu'un à rester le soir. Alors, on le sent, vous vous êtes approprié les objets, leur fonctionnalité, mais quand on est peut-être comme moi, plus traditionnel, plus classique, comment est-ce qu'on fait pour libérer comme ça les potentialités des objets qu'on peut avoir autour de soi à la maison? Voilà. Déjà, si on a un canapé, on retire la table basse qui est devant, parce que là, vous allez vous apercevoir que vous allez être complètement fuite dans l'espace. Ça ne veut pas dire qu'on peut avoir un plateau, on peut mettre des choses, mais voilà, prendre l'apéro. Mais on prend l'apéro forcément, mais en fait, on n'a pas là encore cette espèce de table basse qui est apparue et qui sert pour la plupart, là encore, à mettre des livres qu'on consulte pas, qui sont je sais plus comment, il y a même un terme générique qui sont, je sais plus, qui pour décrire ces livres qui sont plus là pour faire joli, pour montrer une culture que pour être lu. Et voilà. Et donc, la fluidité à l'intérieur de la maison, c'est très important. C'est cette idée de dynamique. Or, déjà, on voit les objets, les espaces, ils sont souvent figés parce qu'on les voit dans les magazines, etc. Donc, on a du mal à comprendre de quelle fluidité ils parlent. Et c'est aussi compliqué de représenter les différents états d'un lieu. Et moi, c'est ce qui m'intéresse.
Vous parlez de fluidité, de circulation, de mouvement à l'intérieur. Oui, toujours cette idée de dynamisme, d'activité, d'appropriation, parce que voilà, c'est un peu la même chose que quand les enfants sont à l'école et puis on les contraint à rester en fait derrière une table, alors que ceux qui auraient tendance plutôt à se lever et à agir, c'est plutôt ça qu'il faudrait encourager. Vous voyez ce que je veux dire? C'est un peu c'est le même ressort, en fait, je pense. Et il y a cette fluidité à l'intérieur et cette fluidité entre l'intérieur et l'extérieur. Oui, voilà. J'aime bien aussi cette idée d'augmenter l'habitabilité souvent à l'extérieur. Parce que, de toute façon, il faut qu'on change notre attitude par rapport à l'extérieur. L'extérieur n'est pas un simple paysage qu'on regarde. Il faut qu'on réapprenne à être à l'extérieur, à aimer la pluie, à sentir les saisons. C'est un grand enjeu, puisque là, ce qu'on a fait, c'est de justement considérer que la nature était un beau tableau, et puis comme on n'est pas dedans, on peut se permettre de tout faire à l'intérieur, et peu importe. Vous voyez ce que je veux dire? Alors que quand on sera dedans, on est partie prenante, et on va commencer à avoir d'autres attachements, et donc on va se positionner aussi dans l'idée de défendre en fait ce milieu dans lequel on est. Et ça va changer les choses. Alors, vous aspirez à ce que ce rapport à la nature change. Est-ce que vous avez d'autres souhaits, d'autres manières de voir l'avenir? Pour vous, quel sera l'habitat d'ici quelques années, quelques dizaines d'années? Alors, on a parlé un petit peu de cette idée de projection, se projeter. Je pense que j'essaie maintenant de plus trop me projeter trop loin, parce qu'en fait, on l'a fait trop, et en fait... il faut rester au présent, il faut vivre rester au présent. Ancré dans une situation. Nonobstant, j'ai fait un projet pour une exposition qui a encore lieu actuellement à Firminy, une exposition qui s'appelle Nos pieds d'argile. Donc en fait, nous sommes conscients qu'on est fragile, et à partir de là, qu'est-ce qu'on fait? Donc il y a 3 sections. Il y a une section, nous réparons le terrain du commun. Donc voilà, comment on fait pour se mettre ensemble à réfléchir, pour changer les choses. 2, nous réhabitons. Donc cette histoire de dire qu'il faut être originaire d'un lieu, même si on n'est pas originaire de ce lieu-là. C'est-à-dire quelle relation, quel attachement on a avec un lieu. Qui devient notre chez nous. Voilà. Oui, qui devient notre chez nous, mais qui devient aussi, c'est pas simplement la maison, c'est plus large que ça. Et qui devient un territoire auquel je suis attachée. Et la 3e partie, c'est nous préparons le terrain, donc justement se projeter un petit peu, mais pas très loin. Et j'ai proposé le scénario d'une maison qui s'appelle la maison de la restitution. Donc c'est une maison qui en fait est surélevée d'1 mètre, ce qui permet de mettre bien en évidence ce qui vient de notre milieu. Donc par exemple, on a un potager, on vient le mettre dessous, donc c'est un peu un garde-manger revisité, le bois pour alimenter le poêle. Et de l'autre côté, la restitution, c'est-à-dire comment on va mettre en évidence nos déchets, c'est-à-dire les eaux grises, les eaux vannes qui peuvent être le pipi et le caca, et ça c'est déjà là, en fait, c'est pas moi qui l'invente, mais seulement je fais en sorte que ça soit facilité. On peut avoir accès, bien sûr, au garde-manger avec des trappes en fait, qui s'ouvrent et qui... Voilà, donc il y a une espèce de fluidité d'usage. Mais en même temps, ma maison signifie que je suis consciente que mes déchets sont des ressources. Parce que ça, c'est l'enjeu aussi des prochaines années. C'est changer notre perception à propos de nos déchets. Vous avez dit un mot-clé important, l'attachement des objets auxquels vous êtes attachés. Pour vous, vraiment, c'est ce qui fait presque l'ADN d'un objet, plus que sa forme, on en a parlé. Vraiment, cette notion d'attachement, d'émotion, de sentiment. Oui, je le définirais un peu différemment. C'est dans le sens où on sait qu'on doit diminuer le nombre d'objets autour de nous. On parle de frugalité, mais en fait, la sollicitation pour acheter les objets n'a jamais été aussi grande. Donc... on est dans une espèce de contradiction et on essaie chacun de trouver un petit peu, un positionnement par rapport à ça ou une ligne de conduite. J'ai été naïve. À un moment donné, je pensais qu'on pouvait vraiment se passer d'objets, et vivre avec très peu d'objets. Mais je pense que ça fait partie de notre évolution, en fait, de s'être entouré d'objets. Et donc, je pars du principe qu'aujourd'hui, il faut juste changer la qualité de nos attachements, justement, aux objets et de considérer que les objets qu'on achète sont en référence avec des écosystèmes dans lesquels ils sont nés. Donc, par exemple,
Je vais acheter un jean qui a été fait dans une petite fabrique française où je peux mettre un visage sur ceux qui ont participé à la fabrication de cet objet dans des fabriques, dans des petites usines qui restent à échelle humaine. Et en fait, quand je vais porter ça sur moi ou voir ça ou même manger avec, une céramique qui a été faite avec un potier que je sais ancré dans telle ou telle région, je vais réactiver mon attachement à ces endroits-là. Et donc, ça me permet d'être attaché par procuration. Et donc, la conclusion, c'est de dire que avec ce type d'attachement, on va avoir besoin de moins d'objets autour de nous parce qu'ils vont répondre plus profondément à nos aspirations individuellement. Voilà, c'est un peu le seul scénario que je pourrais dresser dans l'idée d'évolution de notre relation à l'objet, tout simplement. Et alors la question difficile pour conclure notre discussion, si vous deviez choisir qu'un seul objet, votre objet préféré. Oui, alors moi je suis pas du tout fétichiste, donc l'objet que je choisirais, c'est le panier, vous l'avez devant vous. Il y en a des paniers, il y en a un qui a des pommes qui viennent du Morvan. Il y en a un autre derrière, là, qui a des couvertures, puisqu'en fait, si on veut s'allonger, il y a quand même un petit peu de confort. Et puis, dessous, il y en a un autre qui a tous les journaux, qui Et pourquoi le panier, comme ça ? Parce que le panier, c'est très, très pratique pour la mobilité. C'est très résistant. C'est aussi de la haute facture. Ces paniers, ils demandent une certaine... dextérité pour leur réalisation. C'est de la fibre naturelle, ça coche toutes les cases. Ouais, quelque part, c'est un objet que il y a pas que moi, je pense, mais c'est assez féminin aussi le panier. Je pense que le panier, d'ailleurs, on explique historiquement que les hommes allaient à la chasse et les femmes allaient chercher à la cueillette avec leur panier. On est en train de remettre un peu ça en cause puisque on apprend aussi que les femmes chassaient maintenant. Mais en tout cas, je crois que ce panier, dans l'idée d'être dans la vie domestique, dans l'interaction entre l'extérieur et l'intérieur aussi, parce que le panier, ça sert à aller chercher des choses à l'extérieur et les ramener à l'intérieur, donc à l'appropriation, dans l'idée d'avoir une espèce de flexibilité de poser les choses. Un panier qui est posé là, il fait pas du tout, il n'est pas incongru, il peut se mettre partout. Donc voilà, je pense que c'est assez pratique. Écoutez, merci beaucoup Nathalie pour ce beau moment de partage. Merci. Rien, merci à vous. Après cet échange, j'imagine que vous ne regardez plus tout à fait votre chez vous comme avant. Nos intérieurs peuvent être bien plus que de simples espaces de confort. Ce sont des usages, des projets de vie, des laboratoires de liens, de partage. Nathalie nous rappelle l'essentiel. Nos maisons sont faites pour être vécues, pas contemplées. Je suis Aurore, vous écoutez le tout premier épisode de Home Beauty, conversation sur nos intérieurs. S'il vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à le recommander autour de vous et à en parler. À bientôt.